Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Géopolitis. 100 milliards d'euros de budget militaire spécial. L'Allemagne tourne le dos au pacifisme, symbole d'une Europe qui se réarme face à l'agression russe en Ukraine. La menace de guerre atomique plus élevée que jamais après que Vladimir Poutine a mis en alerte ses forces nucléaires. La guerre se joue aussi sur le terrain cyber où les États se rendent coup pour coup. 1981 milliards de dollars en 2020. C'est le chiffre record des budgets militaires dans le monde, même si le pourcentage par rapport au PIB était plus élevé durant la guerre froide. Avec la guerre en Ukraine, les dépenses militaires vont encore augmenter. À l'image de l'Allemagne et de la Suède, plutôt pacifistes jusque-là, de nombreux pays vont faire passer leur budget de défense au-dessus des 2% du PIB requis par l'OTAN. Les marchands d'armes se frottent les mains. En tête, les Américains qui exportent 39% des armements dans le monde, suivis des Russes et des Français. Un secteur militaro-industriel extrêmement rentable pour les actionnaires qui se parent de vertu en vantant les retombées civiles, comme par exemple le GPS ou les drones, dont l'efficacité contre les chars russes en Ukraine montre à quel point l'innovation peut rééquilibrer le rapport de force. Parmi les principales innovations à attendre, il y a la guerre de l'espace avec les missiles et lasers anti-satellites. Sur le champ de bataille, le développement de l'intelligence artificielle et des armes autonomes. Mais peut-être plus efficace encore, la cyberguerre qui peut détruire les infrastructures vitales d'un pays. Mais avec cette course aux armements, de nombreuses questions se posent. Comment répondre à la guerre hybride menée par les Russes sur tous les terrains, aussi bien militaires que cyber ou de l'information? Verra-t-on la naissance de l'autonomie stratégique de l'Europe, alors que l'OTAN, soi-disant en état de mort cérébrale, selon Emmanuel Macron, redevient le principal bouclier du vieux continent? Et surtout, va-t-on assister au renouveau des armes nucléaires, alors que les 9 pays qui en possèdent n'ont aucune intention de s'en débarrasser? Autant de questions que nous poserons à notre invitée Sophie Lefèze, spécialiste des technologies de l'armement, après cet état des forces en présence dressé par Elsa Anguinolfi. Ils sont devenus les symboles de la résistance militaire ukrainienne. Le Javelin, une arme portative américaine capable de détruire des tanks. Et le Stinger, conçu pour viser des hélicoptères ou des avions volant à basse altitude. Les États-Unis se sont engagés à livrer des milliers d'armes anti-aériennes et anti-chars à l'Ukraine, mais aussi des drones kamikazes Switchblade. Des armes mobiles, légères et facilement dissimulables. Au total, une vingtaine de pays occidentaux ont promis de l'armement à l'Ukraine. Le 13 mars, l'armée russe bombarde la base ukrainienne de Yavoriv à 20 km de la frontière polonaise. Elle abritait, selon la Russie, des armes étrangères. Un message de la part de Moscou qui a revendiqué quelques jours plus tard les premières utilisations dans un conflit de missiles hypersoniques, des Kinjal. Des armes nouvelle génération, hyper rapides et réputées difficiles à intercepter. Nous sommes à un tournant historique. Cela signifie que le monde d'après ne sera plus le même que celui d'avant. C'est une rupture dans la politique de défense allemande. 3 jours après le début de l'offensive russe, Olaf Scholz annonce un réarmement du pays avec une enveloppe de 100 milliards d'euros et une augmentation de son budget de défense à plus de 2% de son PIB. Face au retour de la guerre en Europe, la Pologne, la Belgique ou encore le Danemark annoncent aussi des fonds supplémentaires pour leurs armées. Mais le réarmement du continent a commencé bien avant. Entre 2011 et 2020, les dépenses militaires des pays européens ont augmenté, plus 8,5% en Europe de l'Ouest et surtout plus 74% en Europe centrale. L'augmentation est aussi marquée en Chine, en Inde et en Russie. Sur la même période, les États-Unis ont diminué leurs dépenses de 10%, mais gardent de loin le budget militaire le plus élevé du monde avec 778 milliards de dollars en 2020. Et leurs dépenses repartent à la hausse. Joe Biden veut augmenter à un niveau record le budget de la défense pour 2023. Les États-Unis sont aussi les premiers exportateurs d'armes au monde, devant la Russie, la France et la Chine.
La Russie s'est lancée depuis 2008 dans un grand chantier de modernisation de son armée, réorganisation du commandement, investissement dans de nouveaux équipements et technologies militaires. Mais sur le papier, la Russie ne semble pas faire le poids face à l'OTAN. Si l'on réunit les forces de ses 30 pays membres, l'OTAN peut compter théoriquement sur 3,3 millions de militaires en service actif, contre 900 000 pour la Russie. Les dépenses militaires cumulées de ses membres atteignent plus de 1 000 milliards de dollars en 2020, presque 20 fois plus que celles de la Russie. Les membres de l'OTAN ont aussi 16 porte-avions contre 1 pour la Russie et 22 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins contre 11. Une Russie qui ne dispose que de peu d'alliés militaires. La Biélorussie, l'Arménie et certains pays d'Asie centrale signataires d'un traité de sécurité collective avec la Russie. La Syrie de Bachar al-Assad, que Vladimir Poutine soutient militairement depuis 2015. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des milliers de Syriens seraient en cours de recrutement pour rejoindre l'Ukraine. Bonjour Sophie Lefèze, chercheuse à l'ERIS, vous êtes une spécialiste du domaine de l'armement. L'Europe connaît la plus forte progression d'importation d'armes ces 5 dernières années, selon le CIPRI, un organisme de recherche spécialisé. L'Allemagne vient d'allouer 100 milliards d'euros supplémentaires à son budget militaire. Alors à quoi vont servir finalement toutes ces hausses de budget militaire en Europe ? Bonjour, alors oui, il y a une hausse des budgets d'armement, surtout depuis 2014, lors du sommet au Pays de Galles des pays de l'OTAN, où l'ensemble des pays s'est engagé à atteindre au moins 2% de leur PIB dans les dépenses d'armement pour ceux qui n'y étaient pas déjà. Donc on avait vu effectivement une hausse ces dernières années. C'est surtout utilisé pour moderniser les équipements. Parce que donc, pendant longtemps, les pays ont laissé un petit peu tomber la modernisation. Et or, les matériels modernes coûtent beaucoup plus cher que les matériels anciens. Quand on fait des comparaisons intergénérationnelles, une génération de matériel, c'est à peu près dans les 40 ans, on note une augmentation du prix d'achat qui va de x5 à x10. Pour le soutien du matériel, donc pour lui permettre d'être en bon état de marche, toujours sur la même période, donc en des comparaisons intergénérationnelles, on va de x2 à x10. Donc là, ça permet d'acheter du neuf, en fait. C'est pour ça qu'effectivement, on a observé ces dernières années une hausse du commerce des armements dans l'Europe, quand sur la même période, au niveau mondial, on observait une baisse de 6%. Alors évidemment, cette guerre fait les affaires du complexe militaro-industriel américain. Les exportations américaines ont doublé depuis 2017 et français également, plus 59%. En revanche, les exportations d'armes russes, le deuxième producteur, ont baissé de 26%. Alors est-ce que finalement cette course aux armements, elle se fait au détriment de la Russie ? De ce point de vue-là, oui, parce qu'effectivement, si on contraint les pays de l'OTAN, enfin qu'ils acceptent volontiers, de dépenser davantage d'argent pour leur budget de défense et donc de se moderniser, et comme effectivement ils ont tendance à acheter plutôt américain, ça fait les affaires de l'industrie de défense américaine, très clairement. On peut ajouter que ces dernières années, les Américains ont adopté une loi qui s'appelle CAATSA, qui vise à dissuader les pays de faire des transactions commerciales avec l'industrie de défense russe. La Turquie en a fait les frais récemment puisqu'elle souhaitait acheter le système de défense aérienne S-400 auprès des Russes. Donc effectivement, ça pousse largement à acheter du côté américain. Oui. Alors, il y a évidemment un autre acteur très important, c'est la Chine, avec le deuxième budget militaire dans le monde, 230 milliards, qui va encore augmenter de 7,5%. De ce point de vue-là, est-ce que ça va aussi pousser à une course aux armements ? Alors la Chine est dans un premier temps dans un phénomène de rattrapage. Donc effectivement, elle a une hausse très importante en termes de pourcentage puisqu'elle part de très loin. Les États-Unis ont tendance à se sentir en sécurité que s'ils sont supérieurs aux autres pays. Donc effectivement, ils ont tendance à tirer vers le haut et les autres pays suivent. Donc finalement, même si ce n'est sans doute pas le souhait des Américains, cela pousse à une course aux armements. Et donc effectivement, on observe les mêmes tendances. Les armes hypersoniques, par exemple, sont développées depuis les années 70. Vous avez donc les États-Unis qui travaillent, la Russie, la Chine et d'autres pays, oui. Alors justement, vous parlez d'armes hypersoniques, toutes ces nouvelles armes, par exemple les armes qui permettent de tirer sur des satellites, l'intelligence artificielle, les robots. Est-ce que toute cette illusion technologique, effectivement, est-ce qu'elle ne va pas faire exploser les budgets militaires, comme vous le disiez tout à l'heure ? Est-ce qu'on va arriver à suivre ? Arriver à suivre, oui, c'est une bonne question. Alors déjà, au niveau national, pour la plupart des pays, on n'y arrive pas.
Donc on est obligé de diviser un peu la charge, hein, d'où l'essor des programmes de défense européens ces dernières années et le fait de fonctionner en alliance. Je me demande si effectivement on ne va pas dans une situation qui va nous coûter cher vraiment au plan financier et si on sera en capacité de continuer cette course-là au plan financier, parce que ce sont des dépenses qui vont se faire au détriment d'autres choses. Oui, justement. Alors, comment on fait pour assumer à la fois les guerres du futur, hein, ce dont on vient de parler, les guerres du présent, on voit ce qui se passe en Ukraine, et puis aussi toutes ces guerres hybrides, cyberguerre, guerre de l'information, etc. Est-ce qu'on arrive à tout faire ? Alors, dans la culture occidentale de la guerre, et je ne sais pas dans quelle mesure on peut ranger la Russie là-dedans, on a cette vision que la supériorité technique est absolument nécessaire pour gagner plus vite et à moindre frais. Ce qui est un postulat de départ. On en a un deuxième qui consiste à penser que qui peut le plus peut le moins. Donc en fait, on peut regarder les conflits qui peuvent nous arriver, mais on va en choisir un qui nous semble dimensionnant et contre lequel on va se préparer. En se disant, ça c'est un peu la pire situation possible qui peut nous arriver. Si on est bon là, on arrivera dans toutes les situations. Donc ça aussi, ça tire vers le haut au plan technique, puisque le conflit dimensionnant sera généralement élevé d'un point de vue technique. Alors justement, vous parlez de force. Eh bien, Vladimir Poutine, on s'en rappelle, avait évoqué la menace d'utiliser l'arme nucléaire au tout début de cette guerre en cas de risque existentiel contre la Russie, une menace qui avait été prise très au sérieux. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Ohaillon. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Dans cette mise en scène retransmise en direct à la télévision russe, au 4e jour de l'invasion en Ukraine, Vladimir Poutine vient de brandir la menace de l'arme nucléaire. Menace glaçante alors que la Russie détient l'arsenal atomique le plus important au monde. Près de 6000 ogives, dont presque un quart actuellement déployées. Elle devance les États-Unis et les 3 autres membres permanents du Conseil de sécurité, Chine, France et Royaume-Uni. Le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord détiennent eux aussi l'arme nucléaire. Russes et Américains totalisent à eux seuls environ 90% du stock mondial. Et quasiment tous ces pays ont étoffé depuis l'an dernier leurs forces de frappe, comme la Chine qui a produit 60 ogives supplémentaires. Londres a étendu ses capacités de production, une première en 30 ans. Une tendance au réarmement nucléaire qui tranche avec des décennies de réduction des stocks depuis la fin de la guerre froide. Mais ces États n'ont pas pour autant négligé la modernisation de leur arsenal. Il y a 4 ans, Vladimir Poutine vantait déjà ces nouvelles armes hypersoniques, réputées invincibles. Volant à basse altitude, portant une ogive nucléaire, ce missile de croisière discret est invincible pour tous les systèmes de défense antimissiles et de défense aérienne existants et futurs. Plus récemment, dans une mise en scène toute personnelle, la Corée du Nord diffuse le tir d'essai du plus gros missile balistique jamais construit par le pays. Un missile conçu en principe pour accueillir une ou plusieurs têtes nucléaires. Les puissances atomiques, russes et américaines en tête, poursuivent aussi le développement d'armes nucléaires dites tactiques. Miniaturisées, plus légères et de plus faible portée, elles peuvent être déployées sur un champ de bataille, avec un potentiel tout aussi dévastateur pour les plus puissantes. Nous devons maintenir crédibles les moyens de dissuasion de l'Amérique en les modernisant. Des armes toujours plus perfectionnées censées maintenir cette fameuse doctrine de dissuasion. Mais avec l'abandon progressif de plusieurs traités internationaux de contrôle de l'armement, c'est toute l'architecture de la non-prolifération nucléaire qui se fissure. La guerre en Ukraine ravive les pires craintes. Depuis Hiroshima et Nagasaki, aucun État n'a fait usage de telles armes. Alors, est-ce qu'on va assister à une relance de la course aux armements nucléaires ? Par exemple, on parle des fameuses armes tactiques à faible portée, mais tout aussi destructrices, finalement. Alors, le problème des armes nucléaires tactiques, c'est qu'il n'y a pas de définition et donc il n'y a pas de réglementation internationale.
Alors, est-ce que c'est un retour des armes nucléaires tactiques? C'est difficile à dire. J'ai l'impression qu'on en parle quand même depuis les années 50, donc c'est dans l'air depuis les années 50, alors plus ou moins selon les périodes, effectivement. Est-ce que maintenant ça sera plus qu'avant? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que les États-Unis ont sorti un document en 2019, un document d'état-major qui semble indiquer que les États-Unis voient les armes nucléaires tactiques comme quelque chose d'essentiel au succès des missions. Quelques mois plus tard, ils ont déployé un sous-marin, donc en SNLE, avec des missiles balistiques avec une petite charge nucléaire de 5 kilotonnes. Par comparaison, Hiroshima, c'est 15 kilotonnes. Ça a été annoncé quelques mois plus tard. Il y a également eu, il me semble, un exercice de l'OTAN en 2020 où il était question aussi d'emploi d'armes nucléaires tactiques. Donc on semble effectivement que c'est clairement envisagé du côté du moins des pays de l'OTAN. Du côté de la Russie, c'est difficile à dire. Pour l'instant, le discours officiel russe, c'est de dire qu'ils n'emploieront l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle, ce qui est l'argument classique depuis le début, et que pour eux, il n'y a pas de menace existentielle pour l'heure dans le conflit en Ukraine. Alors, je pense qu'il y a eu un emballement, pardonnez-moi un petit peu, au départ, et qu'on a peut-être un peu mal réagi. Lors de la déclaration de guerre, la Russie a dit... a tenu des propos qui sont pour moi des propos de cours de récré. C'est si vous interférez, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, des conséquences que vous n'en avez jamais vues. Et le ministre de la Défense, des Affaires étrangères français, Le Drian, a réagi un peu sur le même ton en disant « Quoi, tu menaces ? Eh ben, je te rappelle que l'Alliance Atlantique, c'est une alliance de pays nucléaires. » Bon, je pense qu'il y avait une autre manière de réagir qui aurait peut-être pas entraîné une escalade, comme on a pu observer, puisque 3 jours après, il y a eu une mise en alerte des forces nucléaires russes. Alors, du côté russe, il y a aussi évidemment cette réussite dont Vladimir Poutine s'est beaucoup vanté. Ce sont ces fameux missiles hypersoniques capables de déjouer les boucliers antimissiles. On se rappelle que l'URSS avait été mise à genoux par le projet de guerre des étoiles de Ronald Reagan. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi un avantage que la Russie a sur les États-Unis en cas de guerre nucléaire, finalement ? Alors, je rappelle que normalement, tant que le traité ABM était en vigueur, il ne pouvait pas y avoir de système de bouclier antimissiles sur le continent européen. Ce traité ABM, justement, visait à avoir cet équilibre des forces. Les États-Unis en sont sortis en 2001. Et à l'époque, les discours qu'on trouvait dans les médias disaient « Bon, on en sort parce qu'on n'en voit plus très bien l'intérêt. Certes, voilà, ça crée un déséquilibre vis-à-vis de la Russie, mais c'est pas bien grave parce que de toutes les façons, la Russie a beaucoup d'armes nucléaires, donc ils pourront facilement passer outre ce bouclier en envoyant leurs armes nucléaires. » Ce qui est quand même un petit peu étonnant comme type de discours parce que ça semble encourager la Russie non seulement à avoir, mais en plus utiliser des armes nucléaires. Bon. Poutine, à l'époque, avait réagi en ne tombant pas dans ce piège-là et en disant le fait de sortir du traité ABM relance la course aux armements et on va être obligé de développer des armements pour retrouver cet équilibre des forces. Parmi ces armements-là, on trouve effectivement des missiles hypersoniques. Pourquoi ? Parce que il faut bien trouver un système pour percer le bouclier et donc retrouver un peu cet équilibre des forces qui assure en fait la stabilité régionale. La Russie n'a pas les moyens financiers de développer le même type de bouclier antimissiles que les pays de l'OTAN. Alors, peut-être dernière question, pour revenir à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quelle conclusion on peut tirer qu'une petite armée comme l'armée ukrainienne arrive finalement à tenir tête à la première ou la deuxième armée du monde? Ça dépend des classements. D'abord, je dirais qu'il faut revenir au but de guerre. Pour l'instant, d'après le discours de Poutine, on en voit deux. Ça vise à protéger la population des républiques autonomes d'une part, et d'autre part, dénazifier le pays. Alors, assurer la population, ça je vois bien d'un point de vue militaire. Dénazifier, pour moi, c'est politique, on n'y va pas avec l'armée. Donc là, je me pose beaucoup de questions sur la manière dont il comptait s'y prendre. Ensuite, on a vu effectivement qu'il y a eu des problèmes rencontrés par l'armée russe. On peut faire des hypothèses à ce stade, il est trop tôt, il me semble, pour affirmer quelque chose. Ça donne l'impression que les chefs d'état-major ont eu les plans d'attaque relativement tard et ont eu finalement peu de temps pour se les approprier et peu de temps pour anticiper des plans B en cas de difficulté, puisqu'on a pu observer qu'en cas de problème, on continuait sur le même plan. Il semble aussi qu'il y ait eu des difficultés de coordination entre armes et entre armées. Comme on disait, ça fait quand même partie des facteurs de victoire. Donc là aussi, les gens allaient un petit peu tout seuls dans leur coin, ça ne fonctionne jamais très bien. Ensuite,
On ne sait pas il pourrait s'agir aussi de retenues volontaires de la part de la Russie. Le discours toujours de déclaration de guerre disait que la Russie ne considérait pas en guerre contre le peuple ukrainien. Donc ça peut être une hypothèse allant dans ce sens-là. Peut-être aussi que la Russie ne veut pas trop détruire le pays pour que les infrastructures en état de marche après la guerre. Et peut-être aussi que la Russie a sous-estimé la détermination du peuple ukrainien. Eh bien, merci Sophie Lefebvre pour ces explications. Je renvoie à votre livre paru aux éditions Nuvis, L'illusion technologique dans la pensée militaire. Merci beaucoup. Les images terribles de Mariupol et Boutcha occupent tout l'espace médiatique. Une autre guerre se déroule beaucoup plus discrètement, loin des caméras. La cyberguerre qui vise à affaiblir l'ennemi en mettant en danger certaines de ses installations vitales. Alain Hertig. Des conflits du futur, on a souvent l'image d'une guerre comme un jeu vidéo avec des morts au bout. C'est l'image des drones américains commandés depuis les États-Unis et frappant à l'autre bout du monde. Avant d'en recevoir, l'Ukraine est encore en attente. Pour l'instant, le conflit est de manière surprenante, classique. On a longtemps pensé que la prochaine guerre serait cyber, ou du moins que l'espace cyber permettrait d'avoir un certain nombre d'effets, d'avoir un certain nombre de gains, en particulier sur le fonctionnement d'infrastructures critiques. Aujourd'hui, en l'état, on voit que cette guerre cyber, pour l'instant, n'a pas eu lieu. Pourtant, preuve de l'importance du cyber, lors du sommet de Genève, Joe Biden et Vladimir Poutine avaient mis ces piratages informatiques à leur menu. Après les attaques qui avaient conduit au blocage d'installations pétrolières américaines imputées aux hackers russes, l'affaire est remontée au plus haut niveau. Mais sur le front ukrainien, peu d'actions spectaculaires de type cyber. Certes, la Russie a bien tenté avant l'invasion de paralyser les sites gouvernementaux ukrainiens, et aujourd'hui il semble au contraire que ce sont des données de la Banque centrale russe ou des services secrets du FSB qui ont été hackés par des membres du groupe Anonymous au service de l'Ukraine. Les conflits se déroulaient sur terre, sur mer et dans les airs. On y a rajouté le cyberespace. On voit qu'il y a de l'activité. La plupart des États se préparent aussi à des conflits dans cette quatrième dimension, si on peut dire. Voilà, la Suisse vient de créer son premier bataillon cyber au niveau militaire. Mais sur le terrain ukrainien, rien de décisif. Est-ce un besoin de garder en état de marche les télécommunications? Est-ce la crainte d'une extension non voulue des cyberattaques vers l'OTAN avec les risques de riposte? Beaucoup de questions, peu de réponses. Au point que certains experts se demandent si la menace cyber ne serait pas devenue une espèce d'arme de dissuasion. Finalement, on voit aujourd'hui qu'on a un conflit, tout ce qu'il y a de plus classique avec toutes les horreurs que cela implique, avec des tirs massifs d'artillerie, avec des chars qui semblent sortis de la guerre froide. Donc, quelque part, ce conflit nous rappelle que finalement la guerre est quelque chose qui se mène sur le terrain. Un conflit armé de ce type-là reste, on va dire, dramatiquement classique par rapport aux moyens qui sont utilisés. Les bombes et leur panoplie mortelle, les blindés, les missileux frappent encore et toujours. La bataille au cœur des villes en ruine ne le montre que trop bien. La guerre reste la guerre, cruelle, sanglante, sans merci. Une autre menace plane sur l'Ukraine, l'utilisation d'armes chimiques, pourtant interdites par une convention entrée en vigueur en 1997 pour 165 États, dont la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Des Américains qui, avant cela, avaient massivement utilisé un puissant défoliant, l'agent orange contenant de la dioxine, pour empêcher les Vietnamiens de se cacher dans la jungle. C'est notre rubrique Ce jour-là. Thi est une petite Vietnamienne de 10 ans. Jusqu'il y a peu, lorsqu'elle voulait se déplacer toute seule, voici comme elle devait s'y prendre. Thi est l'un des 3500 enfants vietnamiens qui naissent encore chaque année avec des malformations. Pour la grande majorité d'entre eux, il s'agit d'une conséquence tardive de la guerre du Vietnam. La dioxine contenue dans l'herbicide, le fameux agent orange, répandu par l'armée américaine pendant 10 ans pour défolier les forêts et empêcher les Vietnamiens de se cacher. Cette dioxine a endommagé le patrimoine génétique des grands-parents d'abord, puis des parents, et frappe désormais les petits-enfants. Dans les années 60, en pleine guerre du Vietnam, les Américains recourent massivement au largage de produits chimiques toxiques sur le sud du pays.
80 millions de litres seront ainsi déversés en 10 ans, principalement de l'agent orange. La dioxine qu'il contient provoque des malformations congénitales et des décès de nouveau-nés. Des millions de Vietnamiens ont souffert et souffrent encore de maladies liées à ces produits. Je me fais beaucoup de soucis pour l'avenir de Thi. Je ne sais pas si elle pourra mener une vie indépendante. Thi est certainement une victime de la guerre. Chaque année, Thi doit s'exercer, à marcher, à monter, à descendre les escaliers. Pour les Américains qui entendent rester la première puissance mondiale, le double défi posé par la guerre en Ukraine et les menaces chinoises sur Taïwan imposent une augmentation continue du budget militaire. Le président Biden a demandé au Congrès d'allouer 813 milliards de dollars à la défense en 2023, soit 31 milliards de plus, ce qui en ferait le plus gros budget militaire de tous les temps. Des investissements pour faire face à la Chine en Indo-Pacifique, qui reste la menace prioritaire, mais aussi pour combler le retard dans les missiles hypersoniques et développer l'intelligence artificielle. La course aux armements n'est pas prête de s'arrêter. Au nom de toute l'équipe de Géopolitis, je vous remercie de votre fidélité exigeante. Vous...